Donc, on va pouvoir commencer ce webinaire qui est dédié cette fois-ci à la formation des bénévoles. Donc, comment ça peut permettre à la fois une montée en compétences et une montée en cohérence associative. Donc, c'est un webinaire qui va nous mener jusqu'à 13h45, voilà, pendant votre pause déjeuner qu'on a plaisir à partager avec vous. Euh, alors, un petit mot d'abord pour qu'on puisse chacune se présenter. Donc, je m'appelle Fanny, je fais partie des cofondatrices de l'Institut Transition, qui est un institut de formation engagé auprès de celles et ceux qui agissent sur les questions d'écologie et de solidarité. J'aurai l'occasion d'expliquer un peu plus précisément notre projet associatif ensuite. Et à l'Institut Transition, je propose un certain nombre de formations autour de la vie associative et notamment une formation sur les manières de susciter, d'accueillir, d'accompagner le bénévolat. Donc, c'est à ce titre-là que j'animerai ce webinaire et que je partagerai un certain nombre de réflexions. Voilà. Et je vais euh, passer la parole à mes acolytes que je remercie vraiment pour leur présence. Voilà, pour qu'ils puissent chacune se présenter et nous dire à quelle structure ils appartiennent et quelles sont leurs missions. Voilà. Et donc, je vais commencer par Jean-Luc, qui est juste en dessous de moi. Donc, bienvenue, Jean-Luc. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc Jean-Luc Grosbois, moi je suis délégué national à la Fédération des centres sociaux de France et je m'occupe plus particulièrement des questions de formation des acteurs et actrices et notamment la formation des bénévoles. Merci. Maxime, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bonjour à tous et toutes. Merci de l'invitation. Donc, je suis Maxime Godefroy, donc le chargé de mission au RNMA et notamment coordinateur du déploiement de la plateforme EVA, dont on parlera un peu plus loin. Merci beaucoup. Martine? Bonjour, donc Martine Ouadier, je suis présidente d'un centre social à Chambéry, l'association Quartier Centre-Ville, et je suis bénévole associée à la FCSF. Je travaille depuis plusieurs années avec Jean-Luc sur les enjeux politiques de la formation de bénévoles, les questions de stratégie dans le réseau. Eh ben, merci pour vos présentations. Peut-être juste vous dire que derrière, sans vidéo, on a deux personnes qui suivent le webinaire, Léa et Joanne, qui sont là pour euh, incrémenter toutes les questions que vous posez, vous répondre aussi parfois dans le chat, ce qui me permet de vous dire que pour celles et ceux qui ne s'y seraient pas encore habitués, il est possible de poser toutes les questions que vous avez dans le chat. Au fur et à mesure des échanges, on tâchera d'y répondre soit à la fin d'une intervention, soit sur un temps dédié aux questions qu'on aura au terme de notre webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas du tout à mobiliser cette possibilité. Euh, Comme je vous le disais, je vais prendre un tout petit peu plus longtemps pour vous présenter l'Institut Transition qui organise ce webinaire. Donc, nous sommes un institut de formation associatif qui est situé à Lyon, mais qui a vocation à rayonner sur tout le territoire national. Et donc, notre particularité, c'est vraiment d'être engagé aux côtés de ceux qui agissent en faveur d'une société écologique et solidaire. Donc, ça se vit au sein de trois grandes missions qui correspondent à des programmes d'accompagnement et de formation différentes. Notre première mission, ça va être d'accompagner des personnes qui sont en évolution professionnelle parce que en quête de sens, d'utilité dans leur travail. Donc voilà, c'est un programme d'accompagnement et de formation d'un an qui s'appelle Nouvelle Voie, qui a vocation à leur permettre à la fois de monter en compétences sur ces questions de transition écologique et solidaire et aussi de construire un projet professionnel qui leur permettra de rebondir par la suite. Deuxième mission qui nous concerne davantage tous et toutes aujourd'hui, c'est une mission de formation et d'outillage des équipes, des associations et des entreprises qui sont engagées sur les questions d'écologie et de solidarité. On propose à la fois des webinaires comme ceux que vous suivez aujourd'hui, mais aussi des formations. On appelle ça les formations boîte à outils, qui sont des formations de 1 à 5 jours qui sont liées au fonctionnement et au développement des structures. On en propose une diversité sur laquelle je reviendrai tout à l'heure à destination des associations en particulier. Et on anime une lettre qui s'appelle la lettre Solution. C'est une newsletter mensuelle dans laquelle on partage des décryptages juridiques, des appels à projets. On a un petit podcast qui s'appelle Pépites et astuces qui a vocation à
faire découvrir des méthodes qui sont intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder sur notre site à quoi ça ressemble et à vous inscrire si jamais vous pensez que ça pourrait vous être utile. Et notre dernière mission, c'est une mission d'accompagnement de structures d'action sociale, de solidarité, d'éducation populaire, à intégrer encore davantage les enjeux de transition écologique dans leurs projets et dans leurs pratiques, si jamais ça les intéresse. Donc voilà, ça s'appelle Transition tout terrain. Et pour finir, quelques petits exemples de formations qu'on propose aux personnes engagées professionnellement dans des associations. Donc, on a une formation vraiment sur comment est-ce qu'on gère et on anime la vie associative, une formation plutôt sur comment on suscite, on accueille, on accompagne le bénévolat, une formation sur les appels à projets, sur la coordination d'équipe, sur la gestion du temps, la mesure d'impact. Vous voyez, il y a une diversité de choses. Si jamais d'aventure vous étiez confronté à des questions, à des besoins de monter en compétences qui ne trouvaient pas de propositions adaptées dans nos catalogues, n'hésitez surtout pas à nous interpeller. On essaye vraiment de construire des modules au gré des sollicitations des associations pour leur permettre d'avancer. Pour finir sur ce petit mot de présentation générale, donc ce webinaire sur la formation des bénévoles est le dernier webinaire d'un cycle qui a commencé il y a quelques temps déjà. Donc on a eu 3 webinaires, un webinaire sur la gouvernance associative, donc comment est-ce qu'on donne du sens et on anime les instances, un webinaire sur les relations bénévoles-salariés, donc comment est-ce qu'on clarifie les rôles et on fait équipe, et donc ce webinaire sur la formation des bénévoles. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il est possible de voir en replay les webinaires auxquels vous n'aviez pas pu assister ou voilà que vous voudriez aussi diffuser à des collègues. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à le faire. C'est vraiment libre. L'objectif, c'est que ça soit utile au plus grand nombre. Et donc, pour rentrer plus précisément dans le programme d'aujourd'hui, on va avoir une intervention en 3 temps, avec ensuite une petite séquence d'échange suite aux questions que vous aurez posées. Donc, la première séquence que je proposerai, ce sera une séquence plutôt méthodologique sur comment est-ce qu'on peut construire sa stratégie interne de formation des bénévoles. Donc, quelles sont les questions à se poser pour voilà, avancer. Ensuite, on aura une séquence proposée par Maxime sur tout un tas de dispositifs de formation qui sont proposés, je dirais plutôt en externe des structures et sur lesquels il est possible de se reposer pour trouver un certain nombre de ressources qui seraient très utiles aux bénévoles engagés. Et puis, on finira avec une belle illustration qui est celle des centres sociaux que nous proposerons Jean-Luc et Martine, qui reprendra probablement un certain nombre de choses qu'on aura évoquées, mais pour montrer en fait comment ça se peut se vivre au sein d'une fédération et au sein d'associations, voilà, comment ça se décline opérationnellement. Alors, pour rentrer dans cette première séquence méthodologique, je voulais revenir sur finalement pourquoi former les bénévoles, enfin, à quoi ça sert de prendre du temps de cerveau d'un certain nombre de personnes qui sont souvent bien sollicitées par ailleurs. Pour moi, il y avait trois grandes raisons sur lesquelles je voulais revenir et qui sont toutes en lien avec la vitalité de nos associations. Et à chaque fois, je ferai écho aussi à comment ça peut entrer en résonance avec les motivations des personnes qui agissent à nos côtés au sein des associations. Donc, la première raison, c'est que la formation peut être vraiment un espace de construction, de partage, de renforcement d'une vision collective. Et on sait bien à quel point pour agir ensemble au quotidien, il faut regarder dans la même direction, il faut avoir la même vision de notre projet associatif. Et la formation, c'est un espace de transmission et de travail de ce projet associatif et de comment ça peut aussi se décliner dans des pratiques très concrètes portées par les bénévoles. Ça, c'est un enjeu clé pour une structure pour que tout le monde participe bien à la même chose et est conscientisé à quoi cela correspond. Ce qui est intéressant, si on regarde les choses plutôt du côté
des bénévoles, c'est que ça peut venir rentrer en résonance avec une motivation importante qu'on appelle, nous, la quête de sens. La quête de sens, c'est ce qui amène des personnes qui sont sensibles à des causes, qui sont sensibles à des valeurs et qui voient bien que ces causes et ces valeurs ne sont pas pleinement vécues dans la société, à se mettre en mouvement pour que ça bouge, pour que ça change. Et quand on fait de la formation, ça peut vraiment amener les personnes bénévoles à faire le lien entre leurs valeurs, leurs causes, ce qui leur donne envie d'agir et le projet associatif. Et ça, on voit que ça peut être vraiment un vecteur de motivation important et de pérennisation de l'engagement des personnes. Moi, c'est quelque chose que je vis vraiment au sein de l'association dans laquelle je suis engagée, c'est de voir que les bénévoles qui se forment ont souvent une motivation qui est bien plus ancrée parce qu'ils ont mis un sens particulier aux pratiques qui étaient jusque-là faites de manière peut-être simplement opérationnelle. Deuxième raison de faire de la formation, ça va être naturellement d'accompagner la montée en compétences des personnes et développer le pouvoir d'agir des personnes. La réalité quand même d'un certain nombre de bénévoles, c'est que cette montée en compétences, elle se fait plutôt en étant jetée dans l'eau. C'est-à-dire, je commence à animer l'épicerie, je commence à proposer des animations sur les enjeux écologiques, je le fais sur le terrain et par voie de conséquence, je vais développer un certain nombre de compétences. Ça se fait, mais pas toujours de manière très sécurisée et très accompagnée pour les personnes qui le vivent. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire que on peut créer des manières de faire, des temps de formation, des ressources sur lesquelles je reviendrai pour que cette montée en compétences soit faite dans des bonnes conditions et pas parce que simplement, voilà, on a tenu le coup malgré la difficulté. Donc ça, par ailleurs, ça vient vraiment rentrer en résonance avec deux grandes motivations de la part des bénévoles. Une première motivation qui va être la quête d'utilité, c'est-à-dire que si les personnes s'engagent dans les associations, c'est bien parce qu'elles ont envie d'être réellement utiles à la fois à l'association, mais aussi à la cause portée par l'association. Et donc finalement, plus je m'approprie un rôle, plus je développe des compétences en lien avec ce rôle, plus probablement je fais bien mon engagement et donc plus je suis utile. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas sous-estimer. C'est-à-dire que si le bénévole peut lui-même être conscient que parfois l'action menée n'est pas tout à fait assez qualitative et se former, ça lui permettra d'être davantage satisfait de son engagement et de ce pourquoi il avait passé ce cap de devenir bénévole. Ça entre aussi en lien avec une deuxième motivation qu'on voit très forte chez les personnes qui s'engagent, à savoir l'envie d'apprendre et de découvrir des choses. Il y a beaucoup de personnes qui s'engagent bénévolement justement pour être dans une dynamique d'apprentissage, s'ouvrir à des nouveaux sujets. Et donc ça veut dire que la formation peut être quelque chose de très motivant en tant que tel, de manière à être nourri dans sa réflexion et dans ses pratiques. Troisième raison de proposer de la formation, c'est que la formation, ça peut être vraiment un temps pour renforcer les liens des personnes qui font l'association et faire vraiment équipe. Et ça, je dirais, ça peut être entre bénévoles, mais ça peut être entre bénévoles et salariés, puisque bien sûr que les formations peuvent s'adresser à l'entièreté des personnes impliquées au sein d'une association. Quand on passe du temps ensemble, quand on réfléchit ensemble, quand on apprend ensemble, forcément, on se connaît autrement et on sait bien aussi que les liens sont une des conditions à la pérennisation de l'engagement au sein d'une association. Donc ça vient par ailleurs répondre à une motivation importante de l'engagement qui est cette envie d'être en relation avec d'autres, d'être connu, d'être reconnu. Et donc voilà, encore une fois, la formation est un levier pour à la fois des enjeux de la structure, mais à la fois pour nourrir les motivations des personnes. Ceci étant dit, maintenant qu'on a vu à quel point ça peut être stratégique, l'enjeu, ça va être de se dire, comment est-ce qu'on peut travailler la question de la formation des bénévoles. Et donc, moi, ce que je vais vous partager, c'est un certain nombre de questions que vous pouvez vous poser pour construire votre stratégie interne.
Alors, pour moi, la première chose, ça va être vraiment d'identifier quels sont les besoins de formation des bénévoles, c'est-à-dire sur quoi on a vocation potentiellement à former, à être ressources pour que les personnes s'approprient leur mission de bénévolat et qu'elles soient aussi progressivement en capacité de monter en responsabilité dans leur engagement. Donc, j'avais envie de distinguer un petit peu trois types de besoins qui se recoupent bien sûr, mais c'est une manière de, voilà, d'essayer de séquencer les choses. Le premier type de besoin, je dirais, ce serait des besoins de formation qui seraient transversaux à toutes les personnes qui agissent au sein de l'association. Que ce soit, enfin, peu importe les démarches, les actions sur lesquelles elles sont mobilisées, peu importe aussi potentiellement le niveau de responsabilité des bénévoles au sein de l'association, peu importe leur niveau d'ancienneté. Donc, vous voyez, ça pourrait être des besoins d'acculturation au projet associatif. Enfin, comment est-ce que on transmet et on met en discussion ce projet associatif pour être sûr qu'il soit bien approprié par tout le monde? Comment il peut y avoir aussi des espaces de réflexion sur la posture à avoir au sein de l'association. En fonction de l'association, de sa raison d'être, de son ADN, eh ben, la posture attendue des bénévoles va pas être forcément la même. Ça peut être des moments aussi de partage de l'histoire de l'association. Voilà, tous ces ingrédients, ça concerne tout le monde et ça peut être vraiment un enjeu clé pour s'assurer encore une fois qu'on regarde tous dans la même direction, qu'on se positionne tous de la même manière, bah voilà, que ce soit quelque chose qui soit transmis à un certain nombre d'occasions. Deuxième type de besoin, bah, ça va être vraiment des besoins liés à des missions de terrain. Donc, ce que ça veut dire en pratique, c'est que pour identifier les besoins, ces besoins-là de formation, il faut être très au clair sur quelles sont les missions de bénévolat qu'on va proposer aux personnes qui s'engagent dans notre association. Pour se dire, mission par mission, bah, quelles sont les compétences qui vont être mobilisées par les personnes pour réussir à s'engager concrètement. Donc voilà, ça peut être des compétences techniques, ça peut être des compétences plutôt métiers, ça peut être des compétences de posture, voilà. Mais c'est des compétences qui ne sont pas forcément liées à, euh, à, euh, à un projet associatif global, donc à toutes les personnes d'une association, mais ça peut être bien à des missions particulières. Enfin, j'imagine que Martine et Jean-Luc tout à l'heure pourront nous donner des exemples liés à des missions vécues au sein des centres sociaux. C'est pas, on peut avoir un besoin d'outillage sur comment on propose des ateliers d'apprentissage du français. Ce ne sera pas les mêmes compétences que si on est plutôt mobilisé sur l'animation d'un jardin partagé, par exemple. Donc là, il y a bien des compétences très spécifiques liées à une mission de bénévolat en particulier. Et troisième type de besoin qui est assez important et qui, à mon avis, est parfois un petit peu oublié dans un certain nombre d'associations aussi, c'est les besoins de monter en compétences qui vont plutôt être liés à des prises de responsabilité. Donc, quand en tant que bénévole, je prends des responsabilités, bah, ça veut aussi dire potentiellement des nouveaux types de compétences que je vais avoir besoin d'avoir. Donc, si par exemple, je rejoins le conseil d'administration ou le bureau, ça peut être des compétences qui sont nécessaires plutôt au portage politique et au pilotage financier de l'association. Ça peut être lié aussi à la fonction employeur de l'association à laquelle je n'avais jamais été confrontée et donc j'ai forcément des choses à apprendre là-dessus. Mais ça peut être aussi, si je suis plutôt en tant que bénévole animateur d'une équipe de bénévoles, des compétences liées plutôt à comment est-ce que j'anime des réunions, comment j'interagis avec des bénévoles, comment aussi je suis en capacité de gérer des conflits si jamais ça arrive. Donc voilà, c'est des besoins de compétences assez spécifiques. Donc voilà, ma proposition pour synthétiser et reformuler, c'est vraiment en premier lieu, une fois qu'on se dit qu'on veut partir vers une stratégie de formation bénévole, de cartographier ses besoins, les personnes enfin, que ça concerne pour pouvoir ensuite réfléchir, et c'est ce vers quoi on va aller, à quels sont les types de ressources qu'on va pouvoir mettre en face pour y répondre et permettre aux personnes de le faire de manière sécurisée. Alors là, l'idée, c'était de vous ouvrir un petit peu les perspectives sur quelles sont toutes les choses qu'on peut mettre en œuvre pour, pour rendre son association apprenante, enfin, pour faire en sorte que l'engagement soit source d'apprentissage pour les personnes concernées.
Donc, le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est la question de l'accueil des bénévoles. Alors, vous me direz, l'accueil, c'est pas la formation, mais en fait, au moment de l'accueil, il y a quand même énormément de choses qui se jouent pour que la personne comprenne bien où est-ce qu'elle a mis les pieds, quel va être l'ADN de l'association, sa manière de fonctionner. Et c'est un moment où on va lui donner quand même énormément de clés pour réussir à trouver sa place et à grandir dans son engagement. Donc moi, ce que je suggère vraiment, c'est de penser une méthodologie d'accueil pour les bénévoles, c'est-à-dire de vraiment se dire que toute personne qui veut devenir bénévole au sein de l'association, à un moment, a un sas d'accueil pendant lequel elle va pouvoir formuler qui elle est, d'où elle vient, pourquoi est-ce qu'elle a envie de s'impliquer, mais où on va aussi pouvoir lui transmettre, on pourrait dire, les bases du fonctionnement de l'association, ses valeurs et aussi quelles sont les missions de bénévolat qu'elle pourrait avoir, de manière à ce qu'elle puisse passer à l'action et que quand elle arrive lors d'une première action, d'une première réunion, eh ben, elle a eu un certain nombre d'informations qui l'aident à bien fonctionner. Ça a vraiment vocation à éviter ce qu'on appelle, nous, le palais des glaces. Le palais des glaces, c'est quand, vous savez, vous avancez, vous aviez l'impression que vous aviez le champ libre devant pour faire ce que vous vouliez. Et en fait, il y avait une glace que vous n'aviez pas vu venir. Donc, c'est un peu un stop qu'on pourrait vous mettre. Voilà, je pensais que c'était comme ça qu'on menait un atelier de français. Et ben non, c'est pas comme ça qu'on le fait parce que on a une autre manière de le voir. Si ça n'a pas été explicité au moment de l'accueil, forcément, la personne ne le savait pas et c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, là, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le passage à l'action soit vraiment une victoire pour la personne et pour l'association, de manière à ce que ça lui donne envie de continuer. Voilà. Donc après, les temps d'accueil, ça peut être des temps individualisés avec les aspirants bénévoles, ça peut être des temps collectifs. Enfin, il y a différentes manières de faire, mais ce qu'il faut retenir, c'est des moments dédiés où on transmet les fondamentaux de l'association. Deuxième possibilité, c'est vraiment de penser des formations en tant que telles. Donc, des temps qui vont être consacrés, dédiés au partage de savoir et de compétences. Donc, soit de savoir ou de compétences transversales, enfin, liées au projet associatif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soit plutôt à des compétences liées à des engagements spécifiques qu'on pourrait avoir au sein de l'association. Ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs quand on commence à penser des stratégies de formation, c'est de se dire qu'il y a peut-être certaines formations qui vont être plutôt des formations de base, c'est-à-dire qu'on va proposer aux personnes qui sont plutôt en début d'engagement pour leur permettre de passer à l'action de manière pertinente. Mais ça peut être aussi intéressant d'être dans une logique de formation de perfectionnement, c'est-à-dire de s'adresser aussi à des bénévoles qui sont là depuis longtemps dans l'association pour essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on va plus loin. Ça permet aussi de retrouver du sens dans son engagement, de voir aussi les choses autrement. Enfin, moi, pour être bénévole depuis longtemps dans une association, je vois à quel point aussi ça m'aide à rester dynamique que d'avoir ces moments-là. Petit point important qui peut être une source de questionnement pour les personnes, c'est est-ce que ces formations, elles sont faites avec des ressources internes, enfin des personnes qui sont membres de l'association, ou est-ce qu'on va rechercher des extérieurs pour faire ces formations? Moi, je trouve que pour tout ce qui va être pour beaucoup en fait de formations, c'est intéressant de partir plutôt de l'interne en fait, de se dire il y a des manières particulières d'incarner des pratiques au sein d'une association en lien avec son projet associatif. Et en tout cas, quand il y a des personnes qui font les choses depuis un moment, c'est aussi intéressant de les aider à mettre des mots sur leur savoir pour leur permettre de les retransmettre. Enfin, ça crée un espace de transmission et de remise en discussion de tout ça au sein de l'association. L'intérêt de quelqu'un d'externe, c'est plutôt d'aller chercher des compétences qu'on n'aurait pas encore, mais pas de venir transmettre celles qu'on a déjà et qu'on a vocation à partager plus largement au sein de l'association. Et puis tout à l'heure, Martine et Jean-Luc nous parleront aussi de co-formation, qui est vraiment un axe très porteur de sens pour nos associations. Troisième possibilité, la question du briefing et du débriefing autour d'une action. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire que on peut mettre des petites touches de co-formation, on pourrait dire, dans la réalisation concrète de certaines actions que l'on mène. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire qu'en début d'action,
on va toujours prendre un temps, ça peut être 10 minutes, 15 minutes, pour se repartager les informations nécessaires pour que l'action fonctionne bien. Et donc, à ce moment-là, on peut refaire passer des messages sur quelle est la posture intéressante, quelles sont les missions de chacun, chacune, de manière à ce que ça fonctionne bien. Et puis, l'idée, bien sûr, ensuite, c'est d'avoir un temps de réflexion à chaud sur ce qui s'est passé pour avoir une pratique collective. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez vous projeter. C'est une association que je connais assez bien, Médecins du Monde, qui propose des temps d'accueil et de soins pour des personnes qui ne peuvent pas accéder au système de santé classique. Donc voilà, pendant une après-midi, il est possible de rencontrer des personnes infirmières, médecins, pour avoir une consultation. Et ben, il y a toujours un brief en amont avec les soignants et les personnes accueillantes. Il y a un brief en aval. Et ils se sont vraiment rendus compte que c'était quelque chose qui était assez énorme euh, dans le fait que les bénévoles soient bien des bénévoles médecins du monde et que chacun fasse pas à sa guise. Enfin, voilà, donc en termes d'incarnation d'une posture commune, ça a été essentiel. Et par ailleurs, bah, c'était aussi une manière de se partager un certain nombre d'informations qui circulent plus difficilement quand on n'est pas tous et toutes autour d'une table. Point important par rapport à ça, par contre, c'est que pour que ça fonctionne, le briefing et le debriefing, bah, il faut que ce soit pas à la carte. C'est-à-dire, il faut que ça fasse vraiment partie de l'engagement. Si finalement la plupart des personnes arrivent en retard ou repartent avant, bah, ça peut générer pour le coup une frustration des personnes présentes qui n'est pas vraiment vectrice de renforcement de liens. Quatrième possibilité, ça va être de penser des espaces d'analyse de pratique. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire que ben, quand on agit, euh, ben, c'est intéressant d'avoir des espaces de réflexion sur cette action et que ces espaces de réflexion, bah, ça nous permet de prendre du recul, mais aussi de se créer ensemble des savoirs à partir de ce qu'on a vécu. Donc là, il y a un petit peu deux manières d'envisager les choses. Une première manière qui est assez légère, je dirais, qui est d'avoir des temps d'analyse de la pratique qui est animé plutôt par une personne en interne. Moi, je fais ça avec une équipe de bénévoles que j'anime. C'est qu'une fois par mois, on a une pause déjeuner où on va réfléchir à nos pratiques. Donc là, ça peut être soit il y a un thème, une question qui est définie en amont, on va avoir 1 heure pour y réfléchir ensemble en se partageant les questionnements et en essayant de trouver collectivement des réponses aux problématiques qu'on avait rencontrées. Mais ça peut être aussi sans thématique préidentifiée et on part des questions des personnes qui sont présentes. Ça, c'est la première option. La deuxième option, ça peut être aussi de faire animer ces temps-là par des personnes qui vont être extérieures à l'association. Donc, dans ces cas-là, c'est souvent, on va souvent chercher des personnes qui ont plutôt des postures de psychologues ou qui vont être dans l'accompagnement à une prise de recul ou à un étayage théorique. Et en fait, c'est souvent les associations plutôt de santé, de solidarité qui proposent ça pour qu'il y ait aussi un espace de parole proposé aux bénévoles sur ce qui est vécu de difficile au sein de l'association. Enfin, si je reprends l'exemple de Médecins du Monde, bah, il y a ces temps-là qui peuvent être proposés aux bénévoles puisque quand on est confronté à des personnes en situation de grande précarité, ça peut parfois affecter les personnes. Et si on n'a pas un espace pour y réfléchir ensemble et partager ensemble autour de ça, ça peut amener à s'épuiser dans son engagement, ce qui n'est bon, bien sûr, ni pour les personnes, ni pour l'association. Dernière possibilité, c'est vraiment de penser des outils, des kits qui pourraient être transmis aux bénévoles. Donc, ça peut être un guide du bénévole, donc général à toute l'association. Ça peut être des guides ou des kits spécifiques à telle ou telle mission. Donc là, ce que j'entends, c'est que c'est un outil qui n'a pas besoin de vous pour être utilisé par les personnes, mais ça va être un appui dans leur engagement quand ils ne vous ont pas sous le coude. Alors ça, ces outils-là, ça peut être vraiment intéressant pour ça, mais ce qui va être important, c'est vraiment de réfléchir à quelle appropriation par les bénévoles.
Je pense qu'on a tous et toutes déjà travaillé sur des guides ou sur tout un tas de documents qui prennent beaucoup de temps à préparer, mais qui sont pas suffisamment utilisés derrière pour, pour que ça en vaille la peine. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de se dire, bon, bah, si vous faites un guide, si vous faites un kit, si vous faites un mémo, bah, comment est-ce que vous en parlez aux bénévoles pour que ce soit vraiment identifié et utilisé et que ça réponde aux objectifs que vous vous étiez fixés. Et moi, mon petit tips autour de ça, c'est vraiment de se dire, ben, peut-être qu'il y a un enjeu d'articuler formation et outils pour que les temps de formation permettent aussi de partager les outils et qu'il y ait une appropriation suffisamment forte de l'outil pour que les personnes elles pensent à y revenir par la suite. Donc, voilà, vous voyez, il y a une myriade de possibilités qui existent en interne. Donc là, l'idée, c'était vraiment de se dire, une fois que vous avez qualifié les besoins des personnes, l'idée, ça va être de se dire, dans tous ces ingrédients, toutes ces méthodes, tous ces outils possibles, quel va être celui qui serait le plus intéressant. Moi, ce que je remarque, en tout cas dans l'accompagnement des associations, c'est que souvent, ce qui est assez bien pensé, c'est plutôt le côté de base, la formation de base pour permettre aux gens de passer à l'action. Et c'est une super chose parce que ça reste quand même le plus déterminant dans un premier temps. Peut-être l'invitation pour ceux et celles qui ont déjà cette brique-là, ça peut être d'aller plus loin. C'est de se dire, bon, comment est-ce qu'on permet du perfectionnement pour que des personnes qui sont là depuis un petit moment, mais qui pourraient elles-mêmes euh, commencer à tourner en rond, à perdre le sens, retrouve un petit gain d'énergie et d'envie grâce à cette stratégie de formation en interne. J'ai fait un petit peu le tour et donc je vais passer la parole à Maxime qui va vous partager tout ce qui existe aussi en externe, puisqu'on a la chance d'avoir tout un tas d'acteurs qui proposent des ressources mobilisables. Et donc, je te propose de pouvoir les présenter. Ça marche. Merci beaucoup Fanny, merci pour ta présentation super complète et riche. Peut-être une petite précaution de départ, je vais peut-être pas réussir à présenter tous les dispositifs qui existent, puisqu'il y en a plein, donc voilà, je me protège tout de suite. Et peut-être juste très rapidement situer aussi d'où je parle, hein, du coup le RNMA, le Réseau national des maisons des associations. C'est un réseau qui réunit une centaine de structures d'accompagnement à la vie associative, avec deux types de statuts, des statuts associatifs pour des maisons des associations qui sont elles-mêmes des associations, et plutôt des collectivités aussi, puisqu'il y a un ensemble de maisons des assos qui sont portées par des municipalités, et ça va de la maison des assos au service vie associative. Mais en tout cas, le fil rouge de toutes les structures qui sont membres du réseau, c'est bien de faire de l'accompagnement à la vie associative, et ça autour d'un projet avec trois axes pour le dire super vite. Le premier axe, c'est évidemment de faire du lien comme tout réseau, comme toute fédé. Le but du jeu, c'est de créer du lien entre ces acteurs. Le deuxième axe, qui est plutôt celui qui nous intéresse ici, c'est celui du renforcement de l'accompagnement, justement, comme on outille les membres à mieux accompagner eux-mêmes les bénévoles, les associations. Et puis un troisième axe sur la valorisation de ce que produisent les assos sur les territoires, avec notamment de l'observatoire. Et effectivement, dans ce deuxième axe, sur le renforcement de l'accompagnement des acteurs de l'accompagnement, on a évidemment cette question de la formation. Euh, du coup, pour tout ce que tu as dit, effectivement, une fois qu'on a identifié le besoin, une fois qu'on sait un petit peu comment on veut se former, effectivement, il y a un grand nombre d'acteurs qui proposent de la formation pour les bénévoles, parmi lesquels il y a évidemment les fédérations et les réseaux qui sont les premiers acteurs quand on est dans un champ particulier, dans un secteur particulier. Et ben, très, très généralement, ça fait la Fédération des centres sociaux, par exemple, fait de la formation pour ces centres sociaux. Donc l'idée, c'est aussi de se tourner évidemment vers son réseau ou sa fédération. De manière plus transversale, plus générale, il y a les maisons des associations justement qui vont faire cette formation plus généraliste dont tu parlais, et qui vont aussi, selon les territoires, avoir des formations plus spécifiques. Et puis on a tous les réseaux d'accompagnement identifiés comme maintenant le Guide Asso qui commence à se déployer quasiment partout en France, qui aussi peuvent faire ces liens. En tout cas, pour s'y retrouver là-dedans, il y a plusieurs outils. Il y a notamment le mouvement associatif qui a créé une plateforme qui réunit l'ensemble des formations présentielles pour les bénévoles associatifs qui s'appelle formation-bénévole.org. Peut-être que je peux mettre le lien dans le chat en 2 secondes éventuellement. Ça permet d'aller regarder. Et l'idée, c'est qu'il y ait
essentiellement, enfin voilà, qui est la plupart des formations existantes en présentiel et ça permet de savoir les dates, les lieux qui organisent la formation et donc c'est voilà, c'est un bon outil aussi à aller creuser une fois qu'on sait un petit peu ce sur quoi on veut se former. Ça, c'est la formation en présentiel et effectivement, je rejoins ce que tu disais, il peut y avoir des intérêts effectivement à s'appuyer sur les compétences internes et notamment sur la transmission dans une association. Et c'est aussi super intéressant d'aller croiser par des formations en externe, ce qui permet aussi évidemment d'avoir un regard extérieur. Et je pense notamment en question de gouvernance, ça peut être très précieux puisque voilà, c'est souvent hyper important d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vient analyser et puis déconstruire un petit peu des choses aussi. Et ça permet aussi de croiser d'autres assos. Et ça, c'est aussi un truc super intéressant dans les formations, c'est aussi d'aller croiser les regards avec d'autres associations de son territoire ou pas forcément, mais en tout cas, c'est un des atouts aussi de ces formations pour les bénévoles. L'autre outil, donc ça c'est pour tout ce qui va être formation en présentiel. Et effectivement, nous, le RNMA, là, depuis maintenant un an, on est en train de déployer un outil à l'échelle nationale, qui est un outil qui existe depuis longtemps maintenant, puisqu'il a été créé en 2013. C'est la plateforme EVA, qui est donc pour e-learning et vie associative, qui est une plateforme qui va reprendre plutôt un ensemble de formations socles. Tu parlais des formations plutôt pour la gouvernance, justement. Là, on est plutôt sur ce type d'enjeu, puisque EVA, le but du jeu, c'est justement un outil qui permet d'accéder aux formations quand on est un peu éloigné géographiquement des lieux de formation, puisque selon les zones, il n'y a pas forcément toujours une formation proche de chez soi. Donc l'idée de départ de la plateforme, c'était bien de faciliter un peu l'accès à ces formations. Pareil, je mets le lien dans le chat, comme ça, s'il y en a qui veulent aller voir. Ah non, c'est pas le lien là, par contre. L'idée, c'est aussi que, enfin, c'est donc un outil qui a été créé par des associations, par la Maison des associations d'Amiens en l'occurrence, avec d'autres associations. Ils se sont réunis pour justement créer un ensemble de contenus qui reprend plus ou moins c'était un peu les contenus du CFGA à l'époque, donc le certificat de formation à la gestion associative, dont je vous parlerai juste après. Donc en gros, c'est 11 modules autour de qu'est-ce que c'est un projet associatif, c'est quoi la loi 1901, les grandes bases, on va dire, de la gestion d'une association, devenir employeur. Voilà, un ensemble, en tout cas, de formations socle où l'idée, c'est de se dire, bah, quelqu'un justement, qui prend des responsabilités dans un conseil d'administration, il va pouvoir trouver sur la plateforme EVA le socle minimum, on va dire, de connaissances pour pas être trop perdu, pour s'en sortir. Et l'idée pour nous avec cette plateforme, donc à la base, c'était pour les personnes plutôt éloignées géographiquement. Et finalement, en fait, ce qu'on se dit, c'est que c'est hyper complémentaire de la formation présentielle, déjà parce que c'est une porte d'entrée en plus pour la formation, parce qu'aujourd'hui, un des enjeux de la formation des bénévoles, c'est aussi de la faire connaître, parce qu'il y a quand même beaucoup de bénévoles qui ne savent pas, voilà, qui peuvent avoir accès à de la formation justement via leur réseau, via leur fédé ou via les acteurs de l'accompagnement sur les territoires. Donc il y a ce premier enjeu-là, et il y a effectivement l'enjeu de voilà, permettre d'accéder à un niveau de connaissances de base pour ensuite aller plus loin justement sur des formations en présentiel plus spécifiques et voilà, les autres types de formations dont tu parlais plutôt liées à certaines activités des bénévoles. Ça, c'est un petit peu les deux outils donc complémentaires, quoi, voilà, vraiment présentiel ou distanciel. Et tout ça, et sur la formation des bénévoles, il y a un parcours qui est intéressant, qui peut être intéressant parce il valorise justement la formation que les bénévoles peuvent avoir suivie. Donc ça s'appelait jusqu'à il y a peu le CFGA et ça s'appelle désormais le Certifaso. Donc qui a un parcours de formation qui est socle et qui reprend du coup un ensemble de compétences sur voilà, ce que je disais, hein, maîtriser un peu l'environnement associatif, la loi 1901, c'est quoi un projet associatif, comment on mobilise ses bénévoles. Il va contenir aussi justement des modules sur la gestion des conflits, sur la transition numérique, sur la transition écologique aussi des associations. Et donc c'est un parcours dans lequel s'inscrivent les bénévoles. Et donc il y a des organismes de formation agrémentés pour permettre d'y accéder. Notamment, nous, je sais que dans le réseau des maisons des assos, il y a beaucoup de maisons des assos qui portent ce dispositif. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vraiment le bénévole s'engage sur un parcours et ensuite, du coup, ça peut être valorisé et ça lui permet d'évoluer dans ses prises de responsabilité de bénévole. Voilà un petit peu dans les grandes lignes dans un premier temps. C'est relativement rapide, mais peut-être il y a des questions plus précises aussi ensuite. Alors, il y a une question de Véronique que j'allais te poser. Enfin, de manière générale, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les conditions en fait pour suivre ces formations? Donc, la question de Véronique, c'était est-ce qu'elles sont payantes? Je rajouterais, est-ce que c'est vraiment tout bénévole qui peut s'inscrire? Est-ce que c'est le bénévole qui s'inscrit? Est-ce que c'est l'association qui l'inscrit? Enfin, est-ce que tu peux nous raconter un peu
comment ça fonctionne plus pratiquement? Oui. Alors, de manière générale, il n'y aura pas une réponse complètement uniforme. Sur les formations en présentiel, il va y avoir un peu de tout. Il y a souvent donc tout ce que tout ce que vont faire les fédés, les réseaux. Il peut y avoir des formations gratuites, il peut y en avoir des payantes, mais à des tarifs en général pour les bénévoles plutôt très raisonnables, on va dire. Après, il y a les tarifs pour les professionnels qui sont plus élevés, puisque les professionnels peuvent mobiliser leurs OPCO. Mais voilà, il va y avoir certaines vont être gratuites, d'autres plutôt payantes. Et en fait, les réseaux, justement, et les maisons des assos, les réseaux qui font de la formation sont eux-mêmes subventionnés par l'État. Enfin, voilà, ils sont financés en partie par l'État ou d'autres collectivités pour délivrer ces formations, mais selon le modèle économique des structures, selon les sujets, ça va être plus ou moins payant ou pas. Ça, c'est sur le présentiel, donc il n'y a pas une règle absolument générale, mais l'idée, c'est qu'il y a toujours, par contre, un tarif bénévole et un tarif salarié, donc voilà, qui essaie de rendre accessible, puisque de toute façon, les réseaux, les fédés, les MDA ont intérêt à ce que les bénévoles se forment, et donc l'idée, c'est de trouver toujours le meilleur équilibre. Sur la plateforme Eva, donc en distance, là, elle est totalement gratuite. Voilà, il y a rien de payant dessus. Il n'y a pas de condition d'être bénévole, c'est pas l'association qui s'inscrit, etc. Ça, c'est vraiment accessible à tous, tout le temps et partout. Et pour revenir d'ailleurs sur la même question sur le présentiel, c'est pas forcément l'association qui va inscrire le bénévole. Ça, c'est pareil, voilà, ça dépend des contextes. Si c'est les fédés, si c'est un réseau, enfin, en tout cas, il faut surtout se rapprocher de la structure qui fait ça pour se renseigner, donc des fédés, des réseaux, des maisons des assos. Mais ce n'est pas forcément toute l'association qui s'inscrit à la formation. Ça peut être un bénévole qui dit, moi, dans ma mission de bénévole, voilà, j'ai envie de faire ça. Et dans ce cas-là, ça marche aussi. Super, merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que sur la cartographie, il y avait encore des questions? Ou j'ai l'impression que ça avait l'air d'être assez clair, hormis la question du prix. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous poser les questions qui vous viendraient dans le chat. On va continuer avec Martine et Jean-Luc, mais on pourra revenir ensuite sur les questionnements que vous auriez à la fois sur la formation interne et sur tous ces acteurs mobilisables plutôt en externe. Donc, pour resituer un petit peu le témoignage que vous allez avoir, l'idée, c'était de vous proposer un retour d'expérience sur comment finalement cette réflexion sur la formation des bénévoles pouvait se vivre au sein d'associations locales et aussi au sein d'une fédération. Et donc, ça nous a semblé intéressant de nous tourner vers les centres sociaux qui ont une vraie réflexion sur le sujet. Et donc, bah, je vous laisse la parole et je vous remercie pour votre présence. Merci, on va parler à deux voix avec Jean-Luc, puisqu'on forme un binôme bénévole-salarié, comme l'aiment les centres sociaux. On sera peut-être un petit peu redondant par rapport au principe que tu as décliné, Fanny, mais néanmoins, on a besoin quand même de rappeler que dans le réseau des centres sociaux, la formation, c'est un enjeu politique majeur. C'est déjà en soi un projet intrinsèquement politique dans la mesure où effectivement il veut développer soutenir l'émancipation des personnes avec cet objectif des habitants au pilotage des projets à travers le travail associé et puis la formation. Et également la formation, elle vient renforcer également les projets, pas seulement la vie associative, mais elle légitime les projets auprès des, des publics, et notamment auprès des financeurs qui doivent pouvoir les entendre. Et donc, pour illustrer ça, hein, donc on va vous présenter hein, comment l'ambition politique qui a été évoquée par Martine se traduit concrètement dans nos pratiques au quotidien, dans nos accompagnements, mais aussi les choix stratégiques qu'on a fait ces dernières années, hein, et notamment qui se traduisent dans le cadre du projet de réseau qui a été voté par l'Assemblée générale à Saint-Brieuc en 2024. Voilà. Alors, la formation des bénévoles, comme je viens de le dire, c'est intrinsèque au projet des centres sociaux. Donc, ça n'est pas un luxe. C'est également aussi, il y a une forte incitation des structures à former les bénévoles de par la construction de l'adhésion au réseau. L'idée, c'est que des bénévoles qui soient formés, qui soient à l'aise, qui sachent prendre la parole devant des élus, qui sachent expliciter le projet associatif, tout cela, ça vient effectivement booster le projet politique de l'association,
ça vient booster la vie associative à travers le partage, la compréhension du sens pour un portage collectif et une véritable autonomie des bénévoles. Ça vient effectivement également booster le projet en termes de pertinence, de cohérence, de travail associé, d'équilibre entre effectivement le travail côte à côte et en complémentarité entre les professionnels et les bénévoles. Et ça vient effectivement renforcer le pilotage de l'association. Qui mieux que des habitants bien préparés, accompagnés par des salariés, des pros, peuvent mieux défendre le projet associatif lorsqu'ils vont déposer une demande de subvention à des politiques, par exemple. On n'y va pas seul, on y va accompagné par des personnes de l'équipe bien préparées. L'autre enjeu dont on n'a pas maintenant parlé jusqu'à maintenant, c'est vraiment que la formation des bénévoles permet une démultiplication des moyens de l'association. Euh, des bénévoles, par exemple, qui assurent l'accueil des publics, l'accueil des adhérents ou des publics à des temps, par exemple le samedi ou bien tard le soir. Voilà, permettent effectivement de mettre en œuvre des temps ou des actions qu'on ne pourrait pas faire uniquement avec les moyens salariés de l'association. Alors, les formations, Fanny, tu en as parlé, elles peuvent être très ponctuelles, très techniques. Je pense une formation de trésorier dans une structure. Mais l'idée, c'est effectivement de pouvoir, dans le pilotage, prendre le recul et construire une stratégie, vraiment un chemin de montée en compétence des bénévoles et qui, Jean-Luc le montrera, qui se met en œuvre à tous les niveaux du réseau. Et tout ça, effectivement, toujours penser à la formation des bénévoles en écho à celle des professionnels, pour qu'effectivement, on soit bien toujours en équilibre, que le bénévole ne se sente pas complètement nul à côté du pro ou du directeur qui, effectivement, a réponse à tout et c'est tout. Chacun son langage, mais chacun, effectivement, avec ses capacités d'analyse et de réactivité. C'est là qu'effectivement, on trouve la cohérence. Donc, il y a les formations qui peuvent être organisées, donc des formations très ponctuelles, très techniques. Il y a effectivement tout ce qui peut soutenir le portage politique, parler, il y a une formation qui est mise en œuvre par la FCSF, c'est parler, communiquer avec les élus. Ça peut être présenter un projet, travailler des plaidoyers. Euh, Aux côtés de toutes ces formations qui peuvent être initiées aussi bien au niveau local, régional que national, il y a des initiatives informelles qui se font jour dans les centres, euh, comme par exemple la co-formation, qui sont des temps de partage, euh, soit de la part de bénévoles, soit de la part de professionnels qui sentent aptes à expliciter une démarche ou une façon d'être ou une façon de porter un projet avec leurs collègues. On est toujours en travail euh, qui mélange bénévoles et associés. Et ça aussi, ça participe à l'émancipation des personnes et à la démultiplication des compétences. Sa parole à Jean-Luc. Merci. Et donc, oui, en effet, ce que vient de nous dire Martine, hein, ça se traduit concrètement sur le terrain. Ce que je peux ajouter, c'est que au niveau des centres sociaux, on a quand même une vision assez large de ce qui fait formation. On est plutôt, nous, dans une logique d'espace formatif. Tout à l'heure, Fanny, tu parlais de l'accueil. Pour nous, c'est quelque chose qui est complètement intégré dans cette notion de formation, hein, puisque dès l'accueil, on peut aussi transmettre des choses et permettre de travailler les questions de posture et d'intégration de nouveaux bénévoles. Et on sait très bien que sur ces moments-là, c'est des moments assez cruciaux pour permettre justement de se sentir ou pas à sa place et de sentir qu'on a un rôle ou pas vraiment à jouer dans l'association. Donc on sait que c'est vraiment des moments qui sont assez importants. En tout cas, au niveau des centres sociaux, moi je peux décliner un petit peu ce que vient de dire Martine en trois axes concrets, hein. C'est que depuis la fin des années 90, le réseau des centres sociaux s'est doté d'un dispositif qui s'appelle Phosphora. Et je pourrais me dire, je parle de dispositif, mais en fait, c'est bien plus qu'un dispositif, puisque
c'est vraiment la marque de l'engagement du réseau sur la question de la formation des bénévoles. La formation des bénévoles fait partie de notre ADN, c'est vraiment un élément central de notre travail, de notre capacité à accompagner des habitants, à porter un projet, à porter un centre social. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, au cœur de nos pratiques. Et pour le concrétiser, hein, cette volonté et cette ambition politique, ce dispositif, Phosphora, est alimenté par un quart de la cotisation des adhérents. Ça veut dire que chaque adhésion au national vient alimenter une enveloppe Phosphora. Et pour donner un petit peu un ordre de grandeur, tous les ans, la collecte réalisée au niveau national représente environ un peu plus de 500 000 euros. Donc c'est aussi pour nous un moyen de conserver une certaine maîtrise et une ambition en termes de ce qu'on souhaite vraiment mettre en œuvre en termes de formation auprès des bénévoles. Le deuxième élément sur lequel je veux venir, c'est que cette démarche de formation des bénévoles s'appuie sur une démarche territoriale de formation qui vient en complément d'une démarche nationale, et notamment cette démarche nationale se traduit plutôt par des temps forts. L'exemple hein, est que la semaine dernière, nous étions à Marseille pour les journées de l'animation globale, qui a réuni environ 700 acteurs du réseau pro et bénévoles. Et c'est bien sur des moments comme celui-ci qu'on transmet une vision globale, une vision politique du réseau, mais aussi qui donne un peu à voir ce qu'est la puissance d'un réseau comme le nôtre, qui réunit 1600 adhérents, mais qu'on ne voit pas forcément quand on est chacun chez soi, dans son quartier, sur son territoire. Donc c'est aussi pour nous un élément de se donner une vision un peu collective et qui voit un peu là où on agit, là où on est. La démarche territoriale dont je vous parlais, elle permet d'impliquer les fédérations départementales et régionales, puisqu'elles sont elles-mêmes lieux ressources et lieux d'ingénierie de formation et lieux d'animation. C'est-à-dire que la formation, le cœur de la formation des bénévoles au niveau des centres sociaux, se passe au niveau local, au niveau départemental et au niveau régional. Au niveau national, nous, on encourage la mise en place d'instances, de temps dédiés pour définir, on va dire, les stratégies de formation liées au projet, mais aussi en lien avec la montée en compétences des professionnels. On est bien sur une logique de montée en compétences politiques, mais aussi techniques. Dans le réseau, nous avons des bénévoles qui viennent intervenir sur des actions techniques, style le français langue étrangère, ou alors le soutien à la scolarité, le classe. Et puis à côté de ça, on va avoir de la formation plus politique sur le portage de tel ou tel chantier, comme le vieillissement, la jeunesse, la question d'éducation. On va avoir aussi des formations plus politiques liées notamment au portage du projet Centre Social, mais aussi, je crois que tu l'as cité Fanny tout à l'heure, ou Maxime, c'est la question de la fonction employeur qui est parfois lourde à assumer et qui nécessite d'avoir une vision, on va dire, en tout cas des compétences qui vont permettre de donner une vision politique à la fonction employeur de l'association. Euh, ce travail se fait aussi dans l'idée que les fédérations locales vont développer des réponses adaptées aux besoins des bénévoles de leur réseau et notamment de permettre de construire des cycles de formation qui soient mutualisés et qui concernent différentes structures, ce qui vient aussi renforcer le réseau local qui vient permettre la rencontre, qui vient permettre la confrontation d'idées, et tout ça fait forcément formation. En tout cas, c'est là où on vient aussi renforcer ses arguments, c'est là où on vient aussi renforcer sa capacité à défendre telle ou telle idée. Donc du coup, c'est hyper important de pouvoir associer aussi cette question de la formation des bénévoles avec le contexte d'un réseau local ou national. On est dans notre logique aussi, toujours dans ce que disait Martine, la logique du travail associé, c'est-à-dire comment on permet aux deux parties du travail associé, donc bénévoles et professionnels, eh bien, d'avoir des niveaux de développement de compétences qui soient cohérents, donc soit en mettant en place, excusez-moi, des formations mixtes bénévoles salariés,
on vit la formation au même moment et ensemble. On a par exemple, nous, déployé tout comment dire, des formations au niveau de la formation des acteurs et des actrices sur le développement du pouvoir d'agir. Et ces formations se font en binôme, en travail associé, pour permettre justement de pouvoir vraiment comprendre les enjeux du développement du pouvoir d'agir des habitants, que l'on soit bénévole ou que l'on soit professionnel. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on pousse fortement. On a aussi l'ambition et la volonté de mettre en place des formations concomitantes, c'est-à-dire qu'on ne les fait pas forcément au même moment, mais l'intérêt, c'est qu'on puisse former les pros et les bénévoles pour qu'ils puissent monter en compétences en écho, c'est-à-dire on va avoir par exemple une direction qui va partir sur une formation assez technique, c'est comment en face on met en place une formation un peu plus politique qui va permettre aux bénévoles de rester en dialogue avec sa direction, à un directeur de rester en dialogue avec sa présidence et de pouvoir avoir la compréhension des enjeux et des sujets sur lesquels on doit porter un projet, on doit porter une parole commune. Et puis le dernier point sur lequel on travaille, c'est aussi de passer d'une logique de formation ponctuelle, où on va être sur je m'inscris là, mais plutôt d'avoir une vision plus parcours, d'avoir donc une stratégie interne qui va correspondre aux enjeux du projet, mais aussi aux enjeux du parcours des bénévoles. C'est-à-dire comment on accompagne un habitant lambda d'un territoire dès son arrivée dans le centre social, à peut-être devenir demain le futur ou la future présidente du centre social. Donc c'est aussi, bien entendu, avec cette personne que l'on travaille ça, mais c'est de l'accompagner dans cette capacité à développer des compétences, à s'épanouir, à s'émanciper dans son rôle de bénévole. Donc c'est vraiment ça qu'on souhaite prendre en compte et que l'on essaye de mettre en place, notamment grâce à ces formations. Enfin, pour donner un petit peu une vision peut-être un peu plus concrète sur ce qu'a fait le réseau l'an dernier, en 2024, je vous parlais tout à l'heure du dispositif, en tout cas de Phosphora. En fait, tous les ans, on en fait un bilan consolidé qui est voté en Assemblée générale. Et par exemple, en 2024, c'est 48 fédés et unions régionales qui ont mis en place des formations pour les bénévoles on a à peu près, nous, 52 fédérations locales. Donc là, c'est 48 fédés et unions régionales qui ont mis en place des formations des bénévoles. Ça représente 392 actions et plus de 4000 bénévoles formés sur différentes formations, qu'elles soient des formations liées au sujet et aux enjeux du projet social, donc des formations plutôt politiques. Ça peut être aussi des formations techniques, comme je le disais tout à l'heure, accompagner comment dire, un collectif dans le cadre du classe. Et puis, ça peut être des formations qui vont permettre d'aller rencontrer des élus et de pouvoir se sentir légitime à parler avec des décideurs d'une collectivité locale, par exemple. Voilà. Alors, on peut revenir sur la coformation. Martine, peut-être que tu peux le décliner en quelque chose de plus concret de comment ça s'est mis en place, Oui, notamment dans ton centre social. ouais, bah, très, très rapidement, mais c'est vrai que c'est le directeur qui a proposé qu'on fasse un temps mensuel de co-formation. On a commencé, donc qui associe, qui invite les bénévoles et les professionnels, les salariés de la structure. On a commencé par un temps de 2 heures de présentation et d'échange sur la participation. C'est quoi la participation des habitants? Comment on fait? Le prochain temps, alors c'est les sujets qui sont proposés par les personnes qui se sentent à l'aise ou qui ont envie de partager un sujet ou de le présenter. Donc, c'est des temps mensuels. Le prochain temps sera sur le community organizing. Et moi, je pense que je ferai au mois de janvier avec une collègue administratrice qui était au rassemblement de Marseille, dont Jean-Luc a parlé sur l'animation globale. Je ferai un retour concerté avec ma collègue à l'équipe et aux bénévoles sur effectivement ce qu'est l'animation globale et ce qu'on a appris, ce qu'on en a retiré. Voilà. Donc, c'est des choses, comment dire,
C'est du temps à la fois informel qu'en même temps il faut préparer. Et je pense que euh, ça renforce vraiment la légitimité des personnes, comme dans tous les réseaux, c'est le fait des réseaux d'échange de savoir. On est vraiment sur des temps qui confortent les personnes dans la mesure où, comme on dit dans les réseaux d'échange de savoir, chacun a quelque chose à apporter, chacun sait quelque chose. Ouais. Jean-Luc, vous voulez qu'on parle des enjeux? Ouais, je vais aller là-dessus, Martine, et puis après, je te redonnerai la parole Mm. sur les ambitions que l'on se donne. En tout cas, on en a déjà parlé, mais peut-être de revenir un peu là-dessus pour terminer notre propos. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, on a, nous, identifié des enjeux pour le réseau en termes de formation des bénévoles, et elles se traduisent aujourd'hui dans le cadre du projet de réseau, hein. Donc, le projet de réseau, c'est ce qui, on va dire, oriente le travail des centres sociaux sur les 8 prochaines années. Ce projet de réseau, on va dire, différentes priorités qu'on s'est données collectivement. Il y a 11 priorités qui sont sur des questions sociales, comme le développement du pouvoir d'agir, l'éducation, la jeunesse, l'esprit critique, des choses comme ça. Et puis, on a tout un volet, 6 priorités, sur la question du fédéralisme, dans laquelle on a intégré, nous, les questions de formation, et notamment de formation des bénévoles. Et dans ces priorités, on a une priorité notamment sur l'accompagnement des parcours des acteurs et des actrices. Et on peut avoir donc des choses dans cette priorité qui vont concerner les professionnels et notamment les questions liées à la qualité de vie au travail. Mais on a aussi toute une réflexion sur les enjeux à accompagner les habitants dans leur parcours de bénévole. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Et donc comment, dans le cadre de cette priorité-là, les professionnels ont aussi la capacité à développer des postures plutôt proactives vis-à-vis des bénévoles, ne pas attendre en fait que ce soit les bénévoles qui souhaitent partir en formation et qui souhaitent monter en compétences, mais bien d'aller aussi solliciter les personnes, d'aller comment dire, les motiver. On sait aussi que parfois des personnes n'osent pas faire ou n'osent pas aller sur certains temps parce qu'elles ne se sentent pas légitimes. C'est aussi de notre rôle de professionnel d'aller euh, travailler avec les bénévoles pour leur donner aussi cette légitimité, cette confiance, de pouvoir les accompagner à pouvoir trouver complètement leur place et leur rôle dans nos associations. Donc c'est vraiment cette dynamique-là que l'on souhaite développer. Le deuxième enjeu qui se traduit par une priorité, c'est la question de l'organisation apprenante. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est la question de la transmission de nos savoirs, qu'ils soient, on va dire, des savoirs liés à des compétences professionnelles, mais aussi à des postures, à des savoir-faire, à des savoir-être. Et on s'aperçoit que sur ces questions-là, en fait, il y a énormément d'éléments qui en fait passent un petit peu à côté et qui sont vraiment hyper importantes pour avoir la connaissance fine du projet, la connaissance fine du réseau. Par exemple, tout à l'heure, Martine vous parlait de quelque chose qui est central dans les centres sociaux, qui est l'animation globale. C'est comment, sur un territoire, on met en œuvre tout un certain nombre d'éléments pour travailler un projet avec les habitants et avec les partenaires. Eh bien, c'est ce qu'on a fait ce week-end, le week-end passé plutôt à Marseille, de retravailler les questions d'animation globale, de réaffirmer et donc de permettre à certains de se réapproprier des éléments qui sont peut-être passés un peu rapidement, qu'on n'a pas pris le temps de remettre, on va dire, sur le devant, pour vraiment expliquer dans quel contexte, de bien faire comprendre dans quel contexte un centre social évolue sur un territoire. Donc c'est vraiment ce que l'on a fait sur ces 3 jours à Marseille la semaine dernière. Et en même temps qu'on a fait ce temps-là, on a créé un certain nombre de ressources qui vont être capitalisées pour le réseau et qui vont être réutilisables par les fédérations locales pour continuer à travailler ce principe, ce concept, mais aussi cette mise en œuvre de l'animation globale sur chacun des centres sociaux. Et cette dimension de capitalisation, c'est aussi un des éléments, on va dire, indispensables, qui est de pouvoir
récupérer ce que les uns et les autres fabriquent, montent en ingénierie de formation, pour qu'on puisse aussi se les transmettre, essaimer, diffuser. Et c'est vraiment là-dessus où on a un gros enjeu, puisqu'en fait, on n'est pas encore très optimum en termes de capacité à diffuser et à rendre accessible tout ce qui est créé par le réseau, tout ce qui est monté en termes de ressources pédagogiques pour que, en fait, on puisse aussi faciliter la formation des bénévoles par les uns et par les autres. Voilà. Alors, moi, pour suivre, je voulais expliquer un autre exemple qui peut être inspirant, qui existe dans ma structure, mais qui va peut-être répondre aussi à la question de Véronique, qui est en charge de la formation des bénévoles, équipe locale de salariés ou bien équipe nationale. Alors déjà, je voudrais dire, c'est que dans tout le réseau, en principe, la formation des bénévoles, c'est l'affaire des bénévoles et des salariés. C'est-à-dire que ce n'est pas les bénévoles, les salariés qui décident seuls de ce dont ont besoin les bénévoles. Parce qu'aujourd'hui, les bénévoles, en général, ils demandent la formation. Ils réclament la formation pour pouvoir à la fois être à l'aise, être sécurisés, et puis aussi parce qu'ils sont, on on partage avec eux le projet de nos structures, et ils ont envie de porter le sens de ce qu'on fait. Aussi bien le classe, on est là pour, pardon, le contrat local d'accompagnement scolaire, l'accompagnement scolaire, on est bien là pour aider les jeunes, mais ça participe effectivement à réparer peut-être les défauts, ou sûrement les défauts du système éducatif. Voilà. Donc, le fait de porter le sens, ça effectivement, ça permet de valoriser la nécessité de la formation des bénévoles, et ça booste effectivement les bénévoles qui effectivement ont envie ensuite d'aller toujours plus loin et qui demandent d'autres formations. Dans ma structure, on s'est dit, il y a dans mon centre social, nous avons beaucoup de bénévoles, hein. Pour une équipe de 11 salariés, tous salariés, on a 5 équivalents temps plein en bénévolat. C'est lié à la population du quartier. Et on s'est dit, il y a quelques années, il y a un vrai investissement à accompagner les bénévoles, à les considérer comme un collectif et à les accompagner et à les accueillir. On a décidé de dédier un tiers de temps d'un coordinateur à l'accompagnement de la dynamique bénévole dans la structure. Il a mis en place une commission bénévole qui est portée, animée par des bénévoles qui vont au-devant des adhérents, voire des habitants dans le cadre d'aller vers dans le quartier, pour effectivement expliquer le projet associatif. Ils peuvent aussi assurer des temps d'accueil dans la structure. Ils sont en train de rédiger une charte du bénévolat. Ils animent des temps collectifs entre eux. Donc, du coup, il y a effectivement les bénévoles ont une activité en tant que bénévoles, une activité spécifique. Et en même temps, ils ont ces temps d'enrichissement collectif entre bénévoles. Pour dire que enfin, pour moi, cet exemple est intéressant parce qu'il montre que c'est un véritable investissement que ce temps de professionnel qui est dédié à l'accompagnement du bénévolat. C'est là-dessus que je voulais effectivement insister. Et pour répondre à la question, la formation des bénévoles, donc elle se travaille au sein des structures, comme je peux vous l'expliquer, comme je viens de vous l'expliquer, ce qui se passe dans mon centre. Elle se travaille aussi au niveau régional, avec des commissions ou des organismes de formation régionaux, et elle se construit également au niveau du national, et elle est pilotée par une commission nationale composée exclusivement de bénévoles qui travaillent en écho avec les salariés du réseau. Voilà, pour finir ce temps, et que le rôle du réseau national, c'est de proposer des cadres ou des impulsions de formation et de visualiser des stratégies de montée en compétence des bénévoles et des professionnels au service des projets des centres sociaux dans le cadre de notre projet national de portage politique par les habitants. Merci.
Merci beaucoup, Martine, puis d'avoir répondu à la question. Il y avait une question pour toi aussi, Jean-Luc, sur quelle est votre organisation, quel est le rôle de la Fédération nationale vis-à-vis des territoires, de manière assez succincte, et après on remontera pour les autres questions qui ont été posées plutôt pour Maxime. Ok. Alors, nous, en fait, on est un réseau, même s'il y a une tête de réseau, des têtes de réseau départementales et puis après les centres sociaux, en fait, nous, on n'impose rien. On est plutôt, nous, dans l'idée de construire un dialogue. Et la commission dont parle Martine, la commission qui notamment pilote le dispositif Phosphora, est plutôt là pour donner une dynamique, animer ce collectif et qui vise plutôt à donner de l'appétence et de l'envie pour que chaque fédération locale développe des stratégies de formation qui vont répondre aux besoins locaux. On a depuis quelques années quand même repensé notre positionnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est aussi sur une logique où la fédération locale accompagne les fédérations et notamment on a mis en place des formations pour les nouveaux administrateurs de fédérations. Tout ce qui concerne les centres sociaux est plutôt à la main des fédérations locales. Nous, en fait, on n'opère pas de contrôle. La seule chose qu'on souhaite, c'est que et qu'on pousse, c'est que les financements Phosphora, mais qui ne sont pas uniquement les seuls financements que l'on va chercher, hein. On va aussi s'appuyer sur les OPCO et le FDVA. Je voyais aussi passer une formation, une question là-dessus. L'idée, c'est que chaque fédé locale ait la maîtrise on va dire, plan de formation ou de la stratégie de montée en compétence des acteurs locaux sur son territoire. Et enfin, le dernier petit mot que je pourrais rajouter, c'est d'être quand même toujours dans cette logique de montée en compétence, mais de penser à régulièrement à revenir sur les formations passées. C'est-à-dire qu'on a un tel turnover, un tel renouvellement dans nos structures qu'il faut absolument toujours faire repasser, on va dire, les formations pour permettre à ceux qui viennent d'arriver, eh bien, de prendre un peu le train en marche et de pas focaliser uniquement sur ceux qui sont là depuis un petit moment. Donc, il y a cet enjeu à la fois de proposer des choses nouvelles et intéressantes pour ceux qui sont là depuis plus longtemps, et puis il y a l'enjeu aussi à retravailler les fondamentaux régulièrement, les principes d'action qui font que on sait dans quoi on s'embarque et d'avoir des fondations solides pour pouvoir porter politiquement et techniquement le projet des centres sociaux. Merci pour ta réponse. On va remonter le fil. Donc, il y avait en effet une question auquel va répondre Maxime sur le FDVA, donc pour les non-initiés, le Fonds de développement de la vie associative. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est et comment ça fonctionne? Ouais, alors dans les grandes lignes, hein, l'idée c'est que c'est effectivement un fonds de développement de la vie associative qui est porté par la DJEVA, donc la Direction Jeunesse, Éducation Populaire et Vie Associative, pour le dire un peu vite, c'est le ministère de la Vie Associative, quoi, en gros. Qui effectivement après redéploie cette enveloppe au niveau des régions, donc le service déconcentré de l'État et conseils régionaux aussi sur la formation des bénévoles, et après charge au territoire de répartir cette enveloppe sur les structures qui vont faire de la formation des bénévoles via des appels à projets chaque année, en gros. Voilà, ça c'est un peu le. Donc après, chaque année, il y a des questionnements sur le montant de cette enveloppe, etc., évidemment, et particulièrement par les temps qui courent. Et donc, du coup, j'en profite juste pour info là-dessus. Je vous le mets dans le chat. Il y a un webinaire le 16 décembre où la JEBA va justement représenter le FDVA et le lien avec Certifaso dont je parlais tout à l'heure, le parcours de formation des bénévoles, puisque voilà, il y a des financements aussi spécifiques là-dessus. Je vous mets juste le lien pour l'info et puis pour vous inscrire pour celles et ceux que ça intéresse. Ça devrait être un moment de clarification de ces choses-là dans des périodes budgétaires et tout ça assez incertaines. Peut-être pour compléter, en tout cas le fonctionnement jusque-là, même si chaque année, ben, il faut suivre les évolutions potentielles. Donc en général, l'appel à projet sort en fin d'année civile, donc là en décembre. Et en général, on a jusqu'à février-mars pour répondre en présentant en fait des modules de formation qu'on pourrait souhaiter faire à destination des bénévoles de l'association. Et donc, on retrouve vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut à la fois proposer des formations qui sont plutôt, on pourrait dire, des formations des formations techniques liées à des missions de bénévolat en particulier, donc animer
une fresque du climat, si c'est une mission récurrente des bénévoles, ça peut être sur sur comment on anime des temps d'alphabétisation, donc voilà. Ou alors ça peut être plutôt des formations, on pourrait dire vie associative sur la gouvernance, le financement, etc. Donc c'est à chaque fois il y a un forfait de financement et ça peut venir financer soit du temps interne de salariés qui produiraient la formation, soit plutôt une intervention externe. Donc voilà, c'est une chouette opportunité d'être soutenu financièrement pour la stratégie de formation que vous pourriez mettre en œuvre. Et petit tips en tout cas sur le Rhône, quand on candidate régulièrement, en fait, il y a aussi possibilité maintenant, en demandant un rendez-vous au service de l'État, de pouvoir faire une demande pour 3 ans. Si vous êtes justement dans une logique de formation continue des bénévoles, bah, ça permet de voir un petit peu plus loin et puis par ailleurs de vous économiser quelques dossiers, ce qui est toujours plaisant dans les temps qui courent. Voilà pour compléter sur la question du FDVA. Je voulais juste en profiter parce Et qu'on n'en a pas du tout parlé pour dire un tout petit point qui est que il est aussi possible pour les associations, enfin, ça va dépendre des OPCO. Donc les OPCO, c'est les opérateurs qui financent la formation plutôt des salariés. Il y a un certain nombre d'OPCO notamment, je pense à Uniformation pour ceux qui ont une convention ECLA ou à l'ISFA, de se faire aussi financer des formations pour les membres du bureau de l'association. Enfin, en tout cas, nous, en tant qu'institut de formation, on accueille régulièrement des binômes salariés bénévoles qui viennent se former ensemble sur un sujet. Et en l'occurrence, l'OPCO finance aussi pour les bénévoles. Donc, c'est pas tous les bénévoles, c'est vraiment, on pourrait dire, les dirigeants bénévoles, mais c'est quand même une source de financement qui est intéressant pour que les personnes bah, se forment ensemble et puissent opérationnaliser ensemble derrière. Donc, n'hésitez surtout pas à vous renseigner auprès de votre OPCO et éventuellement auprès d'organismes de formation qui pourraient avoir déjà été confrontés en fait à cette possibilité-là. Euh, là-dessus, justement, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à se rapprocher des structures d'accompagnement, les guides assos, les maisons des assos, les fédés, tout ça. Enfin, voilà, il y a des accompagnements aussi pour répondre à ces appels à projets. Parce qu'effectivement, si on l'a jamais fait, c'est pas toujours le truc le plus intuitif du monde. Donc, Tout à fait. Et donc, je vais te reposer une question, Maxime. Il y avait une question sur comment est-ce qu'on fait pour valoriser la formation des bénévoles. Est-ce que toi, tu aurais des dispositifs ou des astuces à nous partager? ouais, bah, il y a plein de choses. Alors effectivement, c'est vrai que c'est toujours compliqué de valoriser. Il y a plusieurs façons de le faire. Je pense que déjà, c'est le rendre visible dans bah, le niveau zéro, j'ai envie de dire, c'est un peu de le rendre visible aussi dans l'association lors des AG, des moments forts et tout ça. C'est hyper important aussi de valoriser ce que peuvent faire les bénévoles, ce qu'ils ont fait pour l'asso, parce que c'est aussi du temps pour l'asso, c'est se former soi, mais c'est quand même se former pour contribuer au projet. Donc ça, c'est quand même une partie super importante. Et après, plus concrètement, enfin des choses un peu plus tangibles, peut-être, il y a effectivement tout ce qui est open badge. Il y a pas mal d'outils qui existent comme ça. Alors après, souvent, les badges, ils ont aussi des logiques assez territoriales, puisque un badge, il va être reconnu sur un écosystème d'un territoire en particulier. Donc il y a soit voir ce qui se fait sur le territoire, ou soit au niveau national, il y a, ouais, voilà, il y a tous les sites qui vont produire ça. Et puis, nous, je sais que sur la plateforme Eva, par exemple, on va le mettre là dans les jours qui arrivent en place des attestations de suivi pour pouvoir dire, voilà, certes, c'est en ligne, mais le but du jeu, c'est que ce soit vraiment en lien, encore une fois, avec du présentiel et que ça se raccroche à quelque chose sur un territoire. Donc, cette attestation, elle a vraiment cette vocation-là de valoriser la formation. Et puis, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Certifaso, là, le nouveau CFGA, là, du coup, qui est vraiment un parcours qui reconnaît, certes, c'est pas un diplôme qualifiant et tout ça, mais c'est vraiment une reconnaissance aussi, à un moment donné, d'un parcours de formation et du coup, voilà, de pas mal de compétences. Merci. Est-ce que Jean-Luc, tu voulais compléter? Ouais, oui, complètement. En fait, c'est aussi sur des moments forts à l'AG, par exemple, de faire témoigner des bénévoles de votre structure sur ce qu'ils ont vécu en termes de formation. Et c'est aussi un moyen de donner de l'appétence à d'autres acteurs bénévoles de sa propre structure. Je vous ai mis en lien là le site de la FCSF avec la page formation des bénévoles. Nous, on a fait 2 vignettes cette année, 2 capsules vidéo qui témoignent de parcours
de deux actrices des centres sociaux, une à Marseille, une dans le Nord, qui en fait vont évoquer leur parcours et en quoi la formation des bénévoles, à un moment donné, a été, on va dire, essentielle dans leur parcours pour être présidente ou être administratrice du centre social. Donc c'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre en avant. En 2023, par exemple, nous, on avait communiqué fortement sur l'investissement formation des bénévoles que le réseau avait fait, puisqu'on avait utilisé plus d'1 million d'euros pour la formation des bénévoles, et c'est quelque chose aussi qu'on a mis en avant vis-à-vis des partenaires, hein, parce que un réseau qui est capable aussi d'accompagner ses bénévoles dans la montée en compétences pour porter politiquement les projets, c'est important de le valoriser aussi auprès des partenaires. Et peut-être pour finir, enfin, moi, je suis souvent assez marquée. Alors, je fais un tout petit détour, mais pour revenir avec la valorisation, quand j'ai été amenée enfin, en tant que coordinatrice d'équipe bénévole, à accompagner parfois à la marge en fait des bénévoles dans leur insertion professionnelle, de voir enfin, comment est-ce qu'ils valorisaient ou non leur expérience d'engagement bénévole dans leur recherche d'emploi. Euh, enfin, typiquement, finalement, dans des CV assez classiques, le bénévolat, ça va être une toute petite pastille en bas à gauche avec très peu de mise en avant des apprentissages qui ont été faits, des compétences qui ont été faites. Ça peut être soit par timidité ou humilité de la part des bénévoles, soit parce que finalement, ils n'ont pas réussi vraiment à conscientiser quelles étaient les compétences qu'ils avaient développées dans le cadre de leur bénévolat. Et donc, pour faire le lien avec la question de la valorisation de la formation, je pense qu'il peut y avoir aussi une réflexion au sein des associations sur comment est-ce qu'on aide en fait les bénévoles à mettre des mots sur ce qu'ils ont appris à faire, sur leur posture et en quoi finalement ce sont des compétences professionnelles. Quand je pense à ce qui se vit dans plein d'associations, il y a tout un tas de bénévoles qui font des missions qui pourraient être faites à titre professionnel. En l'occurrence, s'ils le font bénévolement, ça ne veut pas dire qu'ils ont moins de compétences que les salariés. Mais ça, tant que finalement, on ne déclic pas ça dans la tête des personnes et qu'on les accompagne pas à mettre des mots, à le partager, et puis à s'autoriser aussi à pas le mettre juste en bas à gauche, mais potentiellement à le valoriser comme une expérience cœur, eh ben, il y a tout un tas de freins qui interviennent. Donc, je pense que voilà, ça peut être un petit accompagnement. Et pour ceux qui auraient envie de regarder, ça fait longtemps que j'ai pas été jeter un coup d'œil, mais je sais que l'association AnimaFac, alors qui est plutôt à destination des associations étudiantes, mais on peut tout à fait s'en inspirer, avait des trames d'animation pour accompagner les bénévoles à identifier leurs compétences et à les formuler dans une perspective de recherche d'emploi. Je pense que ça peut être quelque chose de remobilisable en fait par la suite. Il nous restait une petite question pour vous, Jean-Luc et Martine, sur est-ce que les ressources que vous proposez sont vraiment à destination des centres sociaux ou est-ce que quand on n'est pas un centre social, on peut participer à vos temps et à vos ressources? Euh, je vais dire oui et non. Je suis pas normand pourtant, mais Mm. en fait, là, je vous ai mis le lien vers le site sur lequel vous pouvez trouver énormément de ressources puisqu'elles sont accessibles à tout le monde en fait, hein, donc que ce soit des ressources, des supports ou des supports pédagogiques. Pour autant, vous ne trouverez pas sur notre site les trames de formation. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt en interne, tout comme les modules qui sont proposés à la formation des bénévoles concernent, on va dire, essentiellement les actrices du réseau. Pour autant, il arrive à certains endroits que les centres sociaux ou les fédérations invitent aussi des partenaires, et notamment des partenaires associatifs sur un territoire pour travailler telle ou telle question. Mais ça appartient vraiment au centre, à la fédération locale, qui va voir à un moment donné une opportunité ou un intérêt pour que la formation soit partagée. Donc, je peux pas vraiment dire un oui franc, puisque après, c'est vraiment dans le cadre justement de cette réflexion locale que ça peut se décliner en ouverture vers d'autres acteurs autres que centres sociaux. On a une dernière question qui a été partagée sur comment on peut donner aux bénévoles qui ont des compétences mais qui osent pas, enfin, comment on peut permettre à des bénévoles qui ont des compétences mais qui n'osent pas à les transmettre. Euh, je pense que une des réponses qui avait été partagée par Martine, c'est cette question de la co-formation, enfin, c'est d'ouvrir des espaces où chacun
peut progressivement euh, faire l'expérience qu'il a des choses à partager et à dire. Et en écoutant les uns et les autres, on peut peut-être s'identifier et se dire, ah bah oui, ce serait possible pour moi. Moi, je pense qu'il y a une autre piste aussi qui peut être travaillée. Enfin, moi que j'ai déjà vécu, c'est de pouvoir interpeller certains bénévoles en disant, bah voilà, tu as les compétences. Est-ce que ça te dirait qu'on construise la formation ensemble? Donc là, il s'agit pas de lui dire tout de suite, bah tu vas être formatrice, parce que c'est sûr que ça peut être un grand, une grande marche, mais c'est déjà de dire à la personne, bah, est-ce que tu veux pas juste qu'on commence à brainstormer ensemble sur ce que tu aurais à dire sur ce sujet et on construit un contenu de formation. Ça peut s'arrêter là, tout comme on peut voir si la porte est ouverte, si la personne elle pourrait pas intervenir sur telle ou telle dimension. Euh, et puis carrément, si la porte est complètement ouverte, lui dire bah tu pourrais le faire toi aussi. En tout cas, pour moi, il peut y avoir vraiment un accompagnement progressif pour que les personnes prennent conscience qu'en fait elles ont plein de choses à dire et que quand elles transmettent, bah ça répond. Et par ailleurs, on n'est pas obligé d'être sur des formats une journée de formation. Enfin, on peut être vraiment sur des choses beaucoup plus succinctes. Enfin, cette logique en escalier, elle est vraiment assez essentielle. Maxime? Ouais, peut-être juste pour compléter très rapidement, mais je pense qu'il y a aussi des formations pour apprendre à former. Enfin, c'est-à-dire que ça s'apprend d'être formateur et de former. Donc ça, c'est beaucoup pour les professionnels, mais je pense qu'il y a sûrement des choses à trouver là-dessus, puisqu'effectivement, c'est pas instinctif et c'est pas inné pour tout le monde. Et je pense que l'autre sujet aussi, de manière hyper générale, c'est quand même le mot formation, qui est quand même sans doute pas le mot le plus stratégique pour les bénévoles et qui peut effectivement mettre une barrière, une distance. Et donc, il y a ouais, peut-être d'autres manières d'appréhender le truc en termes de vocabulaire aussi, sans parler de formation tout de suite, quoi. Jean-Luc, avant qu'on clôture ensemble. Ouais, simplement, moi, pour un peu résumer ce que j'ai entendu, hein, c'est aussi comment ceux qui sont déjà engagés dans l'association, qu'ils soient pro ou bénévoles, créent les conditions justement pour que il y ait des temps alors formels, mais aussi informels. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'informel, des échanges, un trajet qui va permettre à deux personnes de mieux se rencontrer et d'échanger des choses et de trouver des points d'intérêt. Et c'est aussi ça hein, qui fait qu'à un moment donné, on parlait de relations de confiance, ou en tout cas, c'est ça aussi qui vient, on va dire, renforcer et structurer une relation qui fait qu'à un moment donné, une personne va peut-être un peu plus oser et mettre en avant, on va dire, les compétences ou les expériences que il ou elle a développées, quoi. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour tous ces échanges. Euh, Comme je vous l'avais annoncé, on va vous allez pouvoir accéder en replay à ce webinaire dans les prochains jours. Donc, vous allez vous recevoir un petit mail. Et puis, sinon, de toute façon, vous le retrouverez sur notre site. C'était le dernier webinaire de ce cycle sur la vie associative. Donc, merci beaucoup pour votre présence. On reviendra sûrement vers vous au printemps pour un nouveau cycle. Donc, voilà, si vous avez envie d'être au courant, n'hésitez pas à vous inscrire à la lettre solution qui transmettra les prochaines infos. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'année, des bonnes fêtes et puis plein de bonnes choses pour vos associations. Et puis, merci à Maxime, Martine et Jean-Luc pour leur présence. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.